Bon, ça a commencé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre en live pour ce nouveau numéro du 30 minutes avec. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la chance de l'animer. Je suis Antoine Tanet, je suis neuropsychologue, directeur de la recherche et développement chez Octopus. Je l'anime en direct de Lyon, de la Société française de pédiatrie, d'où l'utilisation d'un casque pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Sébastien Serlet. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler d'une approche intégrative dans l'évaluation et la compréhension du fonctionnement de l'individu. Je rappelle, Sébastien, avant de vous laisser la parole, que vous exercez dans le nord de la France et en Belgique. Vous êtes neuropsychologue et vous avez fondé également Réalité. Je vous laisserai en dire un mot à ce sujet-là. Et Ouais. vous êtes également l'auteur d'un livre sur l'approche intégrative en neuropsychologie. Donc, vous offrirez un exemplaire à l'issue de ce 30 minutes avec, en sélectionnant une personne qui s'est inscrite à ce webinaire. On vous en remercie d'avance. Je vous laisse la parole, 30 minutes d'intervention, et je rappelle simplement à toutes les personnes qui sont présentes en live qu'elles peuvent poser leurs questions au fur et à mesure de l'intervention de Sébastien Serlet. Mon rôle sera de les passer ensuite lors de la session de questions de 30 minutes. Sébastien, c'est à vous et merci encore d'avoir accepté l'invitation. De rien. Déjà, merci pour l'invitation. Merci pour me permettre de parler de ce que je fais depuis quelques années. Donc voilà, donc effectivement, je suis bien psychologue spécialisé en neuropsychologie. J'ai fondé effectivement l'entreprise Realist qui s'occupe de créer, de développer des outils, des approches à travers la réalité virtuelle pour le diagnostic et le soin. Mais voilà, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, même si forcément ça rentrera en ligne de compte. Aujourd'hui, voilà, je voulais vraiment vous parler de l'approche intégrative qui, pour moi, est une approche qui est essentielle au niveau de la neuropsychologie, ce qu'on entend beaucoup, de plus en plus parler. En médecine, ça existe déjà depuis pas mal d'années. En psychologie, ça commence à se développer aussi, l'approche intégrative en psychologie. Mais du coup, en neuropsychologie, ben, parfois, on fait un peu l'amalgame et on se dit, est-ce que ça ressemble à l'approche intégrative en psychologie? Alors, oui, quand même, mais pas que. Puisque l'approche intégrative en psychologie, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'intégrer toutes les approches possibles en psychologie pour aider le patient. Alors en neuropsychologie, ça s'applique également, bien sûr, mais on essaie d'aller plus loin en intégrant aussi des nouveaux outils, des nouvelles approches, des nouvelles méthodes, et de voir un petit peu ce qui peut en ressortir à la condition principale que l'humain doit être au cœur de notre prise de décision, au cœur de notre schéma de pensée. Et donc pour ça, je développe petit à petit une approche. Donc c'est pas une méthode au sens strict, mais vraiment une approche, une manière d'exercer sa clinique pour pouvoir justement intégrer davantage l'humain au cœur de nos prises de décision. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi j'ai développé ça? Parce que, ben, clairement, j'en avais ras-le-bol de catégoriser mes patients à l'aide de cut-off, à l'aide d'échelles standards, de normes, et à un moment donné de me dire, oui, mais en fait, mon patient ne correspond pas exactement à ça. Il n'est pas dans cette optique-là. Donc, j'ai développé une petite question qui est toute simple. Ici, est-ce qu'on est capable, nous en tant qu'humains, de définir la frontière entre le bleu et le rouge, le violet, le blanc? Voilà, ici, dans des nuances, on est incapable, nous en tant qu'humains, de définir correctement les limites. Parce que ben, on est un peu dedans, alors soit on est totalement dedans, soit on n'y est pas totalement, mais voilà. Même dans le rouge, il y a un peu de bleu, etc. Et l'humain, ben, en fait, doit fonctionner, ça fonctionne de la même façon. Et au niveau neuropsychologique, qu'on ait des troubles ou pas des troubles, bah, ça fonctionne exactement pareil, dans le sens où ben, c'est jamais, c'est jamais clair. Les études de cas très, très pratico-pratiques qui fonctionnent comme ça, qui cochent toutes les cases, ça n'existe pas. On a toujours des patients qui sont dans une espèce d'entre-deux, alors plus parfois vers l'un que vers l'autre, mais parfois on a ce doute et on a ce truc un peu, oui, d'accord, il coche toutes les cases, mais et ça, on ne sait jamais vraiment aller plus loin et va se contenter, à cause de nos outils, de tout simplement se dire: «Ben, ouais, OK, il ressemble plus à ça, donc on va le mettre là-dedans». Et du coup, l'objectif de l'approche intégrative, c'est de nuancer davantage ces propos-là. Donc, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui, notre clinique, elle est trop réduite à des scores et à des tableaux normatifs
Et en fait, pour moi, ça devient vraiment urgent de repenser le soin neuropsychologique, au moment, enfin, être vraiment en lien avec la complexité humaine. On le sait très bien, le cerveau, heu, fonctionne d'une certaine façon, mais a surtout appris à fonctionner dans différents systèmes, dans différents environnements, face à différentes situations. Et donc on ne peut pas prétendre répondre à la question: «Comment fonctionne le cerveau de notre patient à un temps T?» Parce qu'on oublie très souvent de prendre en compte énormément de variables. Alors bien évidemment, on ne pourra pas prendre en compte toutes les variables, au bout d'un moment, il faut faire un choix, mais être conscient de ses choix, être conscient de ses limites. Donc moi, la question que je me pose souvent, c'est: est-ce où commence réellement le pathologique? La difficulté, la normalité? Est-ce que mon patient est sain, pas sain? Est-ce que son fonctionnement est normal, pas normal? Fonctionnel, pas fonctionnel? Et en fait, jusqu'à quel point je peux aller, dans cette approche-là avec mon patient? Jusqu'à quel point je peux me fier au score, qui tombe sous mes yeux suite à l'utilisation de mes outils? Donc, Martial van der Linden, en 2018, disait qu'il souhaitait s'affranchir, que la neuropsychologie devait s'affranchir de la neurobiologisation, c'est-à-dire de ne se contenter que de dire un trouble, une fonction, et que tout ça était, que même tous les troubles psychologiques trouvaient une origine neurobiologique. À savoir une lésion, un dysfonctionnement, un problème de déséquilibre hormonal, chimique, électrique, et cetera. Et ne pas réduire justement la personne à un dysfonctionnement cérébral avéré ou supposé. Donc de là, de dire: «Ben, OK, la personne elle a tel score, mais au final, ça on ne pourra jamais prédire à 100 qu'elle soit que à cause de ce score-là, elle va réussir ou pas. Est-ce qu'elle sera autonome, pas autonome?» Il y en a qui vont fonctionner avec une mémoire à court terme, avec un empan de 3, et il y en a qui vont pas fonctionner avec un empan de 5. Ça, on ne sait pas le prédire si on ne pose pas la question. L'objectif du coup de cette approche, c'est d'éviter la pathologisation des comportements à l'extrême. C'est-à-dire que de définir qu'un comportement est pathogène, ou est symptomatique d'une pathologie, parce que c'est ce qu'on cherche. On le voit beaucoup dans les troubles de l'attention, et cetera. On voit beaucoup souvent, ben, des surinterprétations, des problèmes de enfin, on va surinterpréter un comportement parce que ça colle avec nos besoins, ça colle avec nos normes, et que voilà. Et en fait, finalement, des fois, ben, non, et ça nous éviterait beaucoup d'erreurs, et ça nous éviterait parfois d'une espèce de pathologisation extrême où on se dit: «Bah, tiens, il y a de plus en plus d'enfants avec troubles de l'attention, OK, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi notre part de responsabilité, où, ben, en fait, maintenant, chaque, petit comportement va être vu, identifié, analysé comme étant un élément du symptôme. Donc l'approche intégrative, je parle de révolution douce, mais surtout pour moi, le plus important, c'est qu'elle soit vraiment profonde. Donc l'objectif, c'est de créer une clinique fondée sur l'alliance, donc toujours rigueur scientifique, hein. L'evidence-based practice, ça restera toujours la base même du contenu, une sensibilité clinique plus poussée, et surtout une ouverture, aux apports des sciences humaines. C'est-à-dire de ne pas, se focaliser uniquement sur notre domaine, à savoir la neuropsychologie, et de ne pas hésiter à aller rechercher, de la psychopathologie, de la psychologie systémique. Moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent énormément, les approches systémiques, d'aller chercher un peu plus dans l'environnement, un peu plus dans la biologie, un peu aussi dans les comportements sociaux de manière générale, d'aller s'enseigner sur l'éducation. Voilà, l'approche, intégrative, elle a pour but vraiment d'essayer d'avoir une culture générale, de l'humain, beaucoup plus vaste, et aussi du coup, ben, moins portée sur le côté pur de la neuropsychologie, à savoir une lésion, un trouble, un comportement. Donc l'objectif, c'est d'être vraiment à la croisée donc de la biologie, de la psychologie, de la sociologie, et donc aussi de l'anthropologie. Et donc c'est de vous inviter, vous en tant que praticien, thérapeute, intervenant, ben, à renouer avec la personne dans toutes ses dimensions. Et pas simplement chercher des symptômes et voir la personne, lui faire passer un bilan et passer à autre chose. Connaître son patient, le comprendre, et aller vraiment plus loin avec lui et comprendre comment il fonctionne, sa vie, l'origine, où est-ce qu'il en est, son parcours. Tout ça, ce sont des éléments vraiment qui sont hyper importants, pour pouvoir justement prendre une meilleure décision clinique par la suite. Et de pouvoir du coup intégrer ces informations-là dans le soin. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses hyper importantes. C'est que souvent on fait une anamnèse pour dire de faire une anamnèse, et on passe au bilan. Cette anamnèse, elle doit aussi servir par la suite. Donc l'objectif de cette intervention aujourd'hui, c'est de vous permettre à vous de vous poser la question, de vous interroger sur les limites d'un modèle psychométrique pur, de découvrir du coup cette approche intégrative avec moi aujourd'hui,
explorer peut-être une clinique plus humaine et aussi surtout contextuelle, et d'essayer de réconcilier science et subjectivité parce que, voilà, notre métier nous oblige à être objectif et en fait, bah, on oublie qu'on a aussi le droit d'être subjectif. Donc, bah, je dis toujours, c'est l'invitation à repenser notre posture de clinicien entre le donné, le vécu et les engagements thérapeutiques. Parce que le problème qu'on peut avoir, nous, parfois en tant que clinicien, bah, c'est de se dire, en fait, voilà, je suis engagé au niveau thérapeutique dans le sens où bah, j'ai mon, comment dire, j'ai mon, j'ai mon approche, j'ai mon système, j'ai ce que je pense être la vérité, et du coup, je me focus dessus et j'oublie peut-être parfois de m'ouvrir à d'autres. On a tous un peu cet exemple en tête. Toujours, on aime bien en psychologie moderne aujourd'hui dire oui, la psychanalyse, c'est pas très bien, etc. Il y a pas beaucoup de choses à garder, etc. Moi, je suis moins d'accord. Je pense qu'il y a des choses à garder, il y a des choses à voir, il y a des choses qui peuvent fonctionner, et il faut pas donc du coup se fermer parce qu'on n'y connaît rien ou parce qu'on pense que non, il faut s'ouvrir et il faut ne pas hésiter franchement à dépasser ce qu'on sait et aller plus loin et découvrir d'autres approches. Donc le constat que moi je fais quand je discute avec beaucoup de collègues, c'est cette fameuse tentation du chiffre. Alors, c'est aussi à cause du système, des médecins qui veulent des chiffres, des familles, des patients qui sont habitués à ce genre de cotation. Et en fait, très souvent, on va avoir des tests standardisés, mais qui vont nous proposer en fait une réalité qui est plutôt appauvrie, puisqu'on ne va pas avoir d'informations sur le contexte, puisque ces évaluations, elles sont décontextualisées. Elles sont dans des environnements qui sont assainis. Voilà, ici, si vous voyez autour de moi, il n'y a rien pour stimuler la distraction. Donc voilà, donc on n'est pas dans des environnements naturels, c'est compliqué. Il y a une distance entre le score et le vécu du patient. Parfois, les patients ils vont nous dire: «Ah, ça va pas, je galère à la maison», et puis nous, on va être là: «Bah non, je comprends pas, parce qu'au final, bah, vous devriez y arriver, vous avez une intelligence normale, une capacité de fonctionnement normale, adéquate, etc.» Oui, mais encore une fois, on ne sait pas comment fonctionne le patient, quel était son niveau de base, et quel est son niveau nécessaire pour fonctionner. Donc ça, c'est vraiment difficile, et donc le gros risque, c'est de perdre le sens du soin, et je trouve, moi, pendant un moment, j'ai perdu ce sens du soin. Je ne savais plus quelle était la valeur de mon métier, et justement en écrivant cet ouvrage, en repensant ma clinique, ben, j'ai repris sens j'ai repris le sens du soin, et je suis très satisfait du travail que je fournis, parce que je le fournis au-delà des chiffres, au-delà du scoring, et en fait, je prends du temps dans mes anamnèses, je prends du temps dans l'humain, et ça me convient, en fait. Et donc je dis toujours aussi finalement qu'au niveau des chiffres, la neuropsychologie traditionnelle, très papier-crayon, on mesure ce qu'on peut, mais pas toujours ce qui compte. Puisqu'on ne peut pas tout mesurer, et en fait, des fois, on oublie de mesurer le plus important. Donc, depuis 10 ans, 15 ans maintenant, dans les pays anglo-saxons, on considère que la neuropsychologie, donc celle qu'on va appeler 2.0, donc papier-crayon et évaluation informatisée, elle est à bout de souffle. Le modèle tel qu'il existe, il a 80 ans, parce que je crois qu'on a fêté les 80 ans de la psychologie moderne, donc on va arriver sur 100 ans. 100 ans qu'on pense de la même façon. Alors, il y a plein de métiers qui ont évolué, mais pas nous. Heu, donc je trouve qu'on est à bout de souffle, et donc il est temps de repenser vraiment la neuropsychologie. Alors, je dis pas de repartir à zéro parce que ce serait impossible, mais de faire évoluer les choses. Un diagnostic est différent d'une compréhension globale. Un diagnostic, c'est juste une pathologie qui est posée là comme ça, voilà. Il y a pas la compréhension globale. Est-ce que cette est-ce que ce diagnostic, eh ben, il est pas non il peut pas être modulé en fonction de ce qui se passe autour du patient. La clinique, elle devient bureaucratique, ça, je pense que vous le savez tous, surtout ceux qui travaillent dans des structures. C'est des procédures, des protocoles, des bilans qui sont formatés. Voilà, vous arrivez, voilà le bilan qu'il faut faire passer. À la fin, voilà, vous devez les rentrer, et merci, au revoir. Alors, en libéral, c'est encore différent, même si voilà, pour les Français, on va faire des dossiers MDPH, en Belgique, ça va être d'autres formes de protocoles, et du coup, on va perdre un peu ce lien. Le lien thérapeutique, je trouve que de manière générale, il est fragilisé. On n'a pas le temps, on fait comme on peut, on voit les personnes, on fait le bilan, on leur donne, et il y a pas de suivi.
Et donc, ce lien thérapeutique, il est vraiment extrêmement fragilisé. Et donc, moi, j'ai la chance, du coup, d'avoir beaucoup de retours de mes patients, de les suivre. Alors, quand on vit dans un petit village, c'est super chouette parce que ben, on croise toujours les gens, il y a toujours ce lien qui existe. Alors, du coup, oui, quand je fais mes courses, c'est sûr que ah, monsieur le psychologue, oui, bonjour, c'est peut-être pas l'endroit, mais voilà, le lien est là. Le lien dans le système. Voilà, je fais partie du système, j'accepte de faire partie du système. Mais mes patients, ce sont mes patients, ce ne sont pas des profils. Euh, je ne les vois pas. Alors, ça ne se fait plus, mais il fut un temps en psychiatrie, c'était voilà, il y avait d'un côté les schizophrènes, on avait nos patients. À 14 heures, j'ai mon patient schizophrène, j'ai ci, j'ai ça. Non, maintenant, aujourd'hui, heureusement, ça a changé. Et il faut encore continuer. Euh, c'est pas un profil. C'est pas ah, j'ai mon patient plus inhibé, voilà, c'est son profil. Non, c'est mon patient. C'est Léo, c'est Théo, c'est Alizé, Alice. Enfin voilà, voilà, ce sont nos patients qui viennent et on connaît alors moi, chez les enfants, c'est plus facile. On connaît leurs parents, on connaît leur école, leurs enseignants, on sait dans quel système ils évoluent. Et voilà. Et donc, ça fait partie des choses auxquelles je trouve qui ressort beaucoup quand j'interviewe, que je suis à droite, à gauche. Euh, Beaucoup de praticiens le sentent. Il y a quelque chose qui nous échappe malgré notre rigueur. On aura beau faire la meilleure rigueur du monde, utiliser les meilleurs outils psychométriques au monde, il manque quelque chose. Alors, on va me dire, oui, il faut du temps, il faut des moyens. Je suis tout à fait conscient et d'accord avec vous. Il faut du temps, il faut des moyens. Mais il y a quand même quelque chose qui nous échappe. Et du coup, voilà, c'était un peu ma question quand j'ai commencé ce bouquin. Qu'est-ce qui nous échappe? Qu'est-ce qui va me permettre d'aller plus loin dans ma pratique, dans ma rigueur? Du coup, enfin, non. Dans l'approche intégrative, il y a 4 piliers qui sont définis. Donc, le biologique, fonctionnement cérébral, pathologie, c'est quelque chose qu'on a appris pendant longtemps. Euh, donc voilà, la pathologie, comment elle fonctionne, comment elle se déclare, etc. C'est hyper important. Le côté psychologique, bah, les émotions des gens, la cognition, leur personnalité va être aussi importante. Si les personnes sont plutôt extraverties, etc., bah oui, forcément, on a plus de chances d'être de manière générale désinhibé que quelqu'un qui va plutôt être inhibé s'il est plutôt introverti, etc. Ça doit rentrer en ligne de compte. Social, milieu familial, scolaire, professionnel. Hier, je participais à la lecture d'un mémoire qui montrait que justement, bah, le côté matériel n'impactait pas les risques de dépendance aux écrans. Donc, je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'au final, bah, pauvre, enfin, personne, milieu social défavorisé, pardon, versus favorisé, on va être égaux face à ce genre de choses. Et ce qui sera plus important, c'est l'environnement social. Donc pour les adultes, l'environnement professionnel, et pour les enfants, l'environnement scolaire, les amis, etc. Tout ça, c'est des choses qui doivent rentrer en ligne de compte et que parfois on peut avoir tendance à oublier. Environnemental, les conditions de vie, l'accès à la culture, l'accès à plein de choses. Que fait l'enfant? Est-ce que c'est suffisant pour son développement? Que fait l'adulte? Est-ce que finalement il n'est pas dans quelque chose de monotone? Est-ce que le métier qu'il pratique lui permet de se développer, de continuer, d'accéder à de la culture et en même temps prendre en compte la culture du patient. C'est hyper important. On le voit aujourd'hui. Je crois que dans le traité de neuropsychologie est sorti enfin l'année dernière ou cette année, un chapitre entier sur l'interculturalité, c'est-à-dire les différences propres de chaque culture dans le développement des pathologies, dans le développement social et psychologique des gens. Et on le voit à proportion égale dans les EHPAD, par exemple, il y a très peu de personnes d'origine, de confession musulmane, parce que c'est quelque chose qui est ancré dans leur culture, c'est quelque chose de familial. Alors on peut même élargir au bassin méditerranéen, où voilà, c'est plutôt même une culture méditerranéenne qui fait que ben, les familles, c'est important, on s'en occupe jusqu'au bout. Donc voilà, il y a aussi ces choses-là qu'on doit prendre en compte. C'est pas toujours évident, parce qu'il faut maîtriser la chose, mais une fois qu'on la maîtrise, ou même qu'on se pose les bonnes questions, il y a une espèce de sérénité qui s'installe et on dit, OK, j'ai vraiment essayé de prendre le plus de choses possibles en compte. Donc, comme je disais au tout début, l'intégratif, c'est une posture, c'est pas une méthode, c'est vraiment une posture. C'est refuser les oppositions rigides. Donc, on n'est pas ni objectif ni subjectif, on est entre les deux, on est entre l'évaluation et l'écoute, on est toujours entre les deux, et donc on doit articuler plusieurs niveaux de lecture. Un niveau de lecture vraiment très psychométrique, un niveau de lecture comportementale, un niveau de lecture sociale, environnementale, etc. Et c'est s'adapter au réel du patient, à sa vie, à sa singularité, à ses horaires, à son mode de vie, à ses habitudes. Et donc, c'est conjuguer les savoirs scientifiques et l'intuition clinique. Je trouve que l'intuition clinique, aujourd'hui, elle nous manque beaucoup
Alors, il faut avoir de l'expérience, bien sûr, hein. Je ne dis pas qu'un sorti d'école, comme là, c'est en train d'arriver, va arriver et va pouvoir dire oui, j'ai de l'intuition clinique. Mais voilà, par expérience, ça vient aussi avec le temps. On connaît, on a nos savoirs scientifiques, on a notre base, et il y a aussi l'intuition clinique qui doit aussi nous faire nous remettre en question en permanence. Donc, bien évidemment, le patient est une pensée complexe et on doit avoir, nous, une pratique vivante. Donc, je l'avais déjà dit, hein, dès le début aussi, l'anamnèse va être primordiale, principale. C'est même elle qui doit prendre cette décision. Je pense que Sébastien Drard, dans toutes ses formations, dit que le TDAH, c'est au moins 90 de l'anamnèse, le 5 d'évaluation, d'enquête, de questionnaire, et cetera, et 5 de doutes raisonnables. Et je pense que dans toute approche humaine, l'anamnèse, plus elle est enrichie, mieux c'est. Donc on va l'enrichir chez l'enfant, par exemple, sur la question des écrans, des jeux vidéo, l'utilisation des réseaux sociaux, chez l'adulte, du mode de vie, de travail, quels sont les soutiens, les forces, les faiblesses de la famille, et chez la personne âgée, est-ce qu'on est soutenu, quels ont été les parcours de vie, même à l'école, essayer de remonter plus loin. Alors aujourd'hui c'est compliqué, mais dans les années à venir ce sera plus facile. Donc ouais, l'histoire de vie, les représentations, les attentes aussi, quelles étaient les attentes de vie, tout ça, on doit pouvoir commencer à le rentrer en ligne de compte. Des recueils du vécu subjectif du trouble. Voilà, on sait que le patient vient pour tel trouble, telle, euh, telle problématique, comment il le sent, comment il le vit. Et voilà, moi, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un entretien très collaboratif. Alors, j'ai les familles, etc. Donc, on essaie de donner du sens, de le comprendre, ce symptôme, et d'aller au bout des choses avec lui. Donc l'anamnèse, c'est pas juste une collecte d'infos, c'est une co-construction. Parce que si c'est juste pour euh, avoir ces questions et les poser et récupérer des réponses, c'est un peu pauvre. C'est vraiment co-construire le truc. C'est vraiment faire aussi cheminer le patient par rapport à ça et que par rapport à nos questions, ils comprennent où on veut en venir. Et voilà, j'ai beaucoup de médecins qui me disent 80% des symptômes se trouvent dans l'anamnèse. Donc, on va pas aller chercher voilà, on pourrait très bien se passer de beaucoup d'examens médicaux si on prenait le temps d'écouter les patients, parce qu'ils considèrent que 80% des symptômes se trouvent dans l'anamnèse, et je suis tout à fait d'accord avec eux, et je parle surtout au niveau psychologique, on pourrait même monter un peu plus à ce niveau-là. Donc l'objectif, c'est de proposer des évaluations autres, donc évaluations surtout fonctionnelles, contextualisées, donc en classe, sur les lieux de travail, etc., de proposer plus de tâches écologiques. Donc, pour ça, pour moi, l'utilisation de la réalité virtuelle est vraiment chouette. Ça me permet vraiment de voir le patient en situation pseudo-réelle. Observation, donc, ouais, situation réelle, réalité virtuelle, donc pseudo-réelle. Complémentarité entre les tests, l'entretien, la mise en contexte, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre pour affiner un diagnostic ou des problématiques. Tous doivent s'utiliser et sont complémentaires. Et donc, recours à des outils narratifs, projectifs quand ça devient pertinent. Et donc, c'est pas moins scientifique, c'est mieux ajusté. C'est mieux ajusté parce qu'on va pouvoir se dire, OK, dans une situation X, le patient il y arrive, mais par contre, dans une situation Y, il n'y arrive pas. Quel est le problème? Pourquoi? Et aussi, du coup, je parlais de rééducation, c'est rééduquer autrement. Je trouve que parfois, on a des scores qui sont bas et on se dit, bah, OK, on va rééduquer ça. Comme ça, en améliorant la mémoire de travail, en améliorant la mémoire à court terme, bah, potentiellement, ça va améliorer le quotidien de la personne. Ça, en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'on ne sait pas à quel point cette difficulté-là impacte le quotidien de la personne. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Et donc, je dis toujours cette phrase aux étudiants, il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité ce qui ne devrait pas être fait du tout. Et très souvent, en rééducation, on a tendance à rééduquer efficacement quelque chose qui ne doit pas du tout être fait. Et Marcel Van den Linden disait déjà en 2013, donc il y a déjà plus de 10 ans, que la rééducation cognitive, elle doit être individualisée. On ne doit pas proposer à tous le même programme ou un sous-ensemble, donc sous-entendu, faire efficacement quelque chose. Elle doit être centrée sur des buts concrets de la vie quotidienne. Voilà, il dit qu'on ne travaille pas la mémoire ou les fonctions exécutives, parce que pour lui, ça n'a aucun sens, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Travailler la mémoire à court terme juste pour travailler la mémoire à court terme, non. Par contre, travailler une activité qui est problématique dans la vie quotidienne et qui éventuellement recrute la mémoire ou les fonctions exécutives, oui. Vraiment, oui. Travailler sur telle chose dans la vie quotidienne, j'y arrive pas. Ok, on travaille dessus. Et on sait qu'il va y avoir des fonctions cognitives sous-jacentes qui viennent soutenir ce truc-là. C'est comme je prends toujours un peu l'image du footballeur. Un footballeur, il doit jouer au football pour progresser. Il ne doit pas juste passer son temps en musculation. Alors ça va l'aider, c'est sûr, mais voilà. Plus il va jouer au foot, plus il va se muscler quoi qu'il arrive. Et il sera efficace.
et aussi avoir du coup une approche au mieux intégrative qui prend en compte les facteurs cognitifs, relationnels, affectifs et motivationnels. Comment je motive mon patient, quelles sont les forces de son entourage, comment je peux m'appuyer sur cet entourage pour justement l'aider à aller plus loin, etc. Donc quand il parle du même programme pour tous, on parle de ce genre de programme. Alors je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis juste que prendre un programme et puis faire passer 10 de ses patients comme ça, non. Deux patients sont complètement différentes, le ressenti, le vécu, l'impact au quotidien sera complètement différent. Donc ce qu'il propose, c'est plutôt de réfléchir à un programme individualisé pour notre patient, personnalisé, et d'utiliser ces outils-là pour pouvoir travailler sans problème, mais pas juste prendre le programme et faire passer tout le monde dans un protocole. Voilà, non, ça ne peut pas fonctionner. Du coup, il faut des outils plus adaptés à chaque public et d'avoir du coup une clinique pluraliste. J'ai du mal à comprendre les professionnels qui sont un peu tout venant. Heu, enfants, adultes, enfants, ados, adultes, gériatrie. Voilà, j'ai du mal à le concevoir parce que, comme pour moi, il faut vraiment devenir expert pour pouvoir être efficace. Je vois pas comment on arriverait à être expert dans les 3. Heu, moi, dans mon livre, on voit que je travaille beaucoup plus en pédiatrie. Le chapitre sur la pédiatrie est beaucoup plus gros que le chapitre chez l'adulte et encore plus gros que le chapitre sur la gériatrie. Parce qu'il faut intégrer le réseau, il faut l'intégrer dans son réseau, il faut intégrer le réseau du patient, l'environnement de soins et je trouve que du coup, c'est, risqué de trop se disperser. Après, il y a des réalités de terrain, il y a des réalités économiques que je comprends et que je valide. Je vais pas les valider ou les accepter, bien évidemment, mais voilà, je suis bien conscient que parfois, ben, on est là pour rendre service aux gens, on est là pour les aider et que, ben, c'est parfois difficile de refuser. Parce que, ben, je sais pas, on sent qu'on peut aider donc voilà. Mais je considère qu'il faut être beaucoup plus expert dans son domaine pour proposer quelque chose de vraiment efficace. Donc pour moi, le lien entre la science, la clinique et l'humanité, c'est que l'esprit, c'est un objet transdisciplinaire. L'esprit, c'est phénoménologique, c'est comprendre le vécu subjectif du patient, c'est aussi toute la littérature, c'est mettre des mots sur la souffrance, reconstruire le récit du patient, l'éthique du soin et ne pas réduire le patient à son cerveau, mais aussi de l'élargir à son environnement, aux risques psychosociaux, à sa personnalité, aux gens qui l'entourent, etc. Et c'est de créer ce lien entre le soin et la reconnaissance. Le patient n'a pas qu'un trouble, il a une histoire et cette histoire, elle se joue dans différents systèmes, environnements et donc peuvent trouver aussi une origine biologique. Pas non plus l'oublier, elle existe, donc il faut s'en servir également. Donc faire de la neuropsychologie un soin incarné, oui, moi je suis tout à fait d'accord. L'acte neuropsychologique ne doit pas être qu'une simple mesure. C'est d'abord et avant tout un acte de rencontre. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on me présente comme étant un neuropsychologue. Non, je suis d'abord un psychologue et j'ai une spécialité en neuropsychologie. Et plus j'avance dans ma pratique, moins j'utilise cette spécialité et plus je me présente comme psychologue parce que finalement c'est plus ça que je fais. Je suis au-delà de la simple mesure. Je fais un acte de rencontre avant tout. Je suis artisan de sens, j'essaie de donner un sens au comportement, aux choses, aux symptômes, et j'intègre du coup les sciences au service de l'humain et pas l'inverse. Et c'est ce qui m'a aidé en fait à retrouver le sens de mon métier et qui fait qu'aujourd'hui, ben, je passe trop de temps au travail et que voilà, je suis un peu débordé parce que j'aime ce que je fais. Et il fut un temps, j'ai failli vraiment arrêter parce que je ne trouvais pas de sens à me dire voilà, il y a ça à faire, il y a des MMS, il y a des WISC, il y a des VICE, il y a des teach, il y a ci, il y a ça, etc. Je ne trouvais pas de sens. Et j'ai repensé clairement ma pratique et ça a tout changé. Je redonne du sens et je reprends un plaisir non dissimulé à mon métier. C'est une clinique du lien, donc l'objectif, ça va être de redonner du souffle à la neuropsychologie. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je vais tout changer au niveau mondial ou même national, mais voilà, si je peux changer quelques idées, quelques pratiques, tant mieux. L'objectif, c'est d'avoir une pratique plus souple, mais quand même rigoureuse, mais surtout humaine avant tout, c'est ça qui est le plus important. Une posture réflexive, mais surtout engagée dans ce que vous faites, un retour au cœur du soin et de l'humain dans sa complexité, et de ne pas le réduire à un fonctionnement, à des indices, à des scores. Ce que nous faisons, c'est rencontrer des êtres humains, pas des résultats. C'est-à-dire que j'en vois de temps en temps qui font des évaluations sur base de rapports. Non, j'ai pas vu le patient, je ne peux pas. C'est impossible pour moi de d'écrire un rapport, de prendre une décision sur quelqu'un que je n'ai pas vu, que je n'ai pas rencontré. Un temps minimum est nécessaire. Donc j'ai la chance
dans ma clinique privée, enfin, au niveau de ma clinique privée ou dans les endroits que je travaille, d'avoir réussi à convaincre euh, le milieu, mes collègues de cette importance-là. Et donc, du coup, on me laisse le temps de mettre les choses en place. Et franchement, c'est vraiment agréable de travailler dans ces conditions-là. Et ben, j'ai fait un perfect en termes de timing. J'ai terminé tout ce que j'avais à vous dire et je vais donc répondre à vos questions. Mais Merci beaucoup. Merci avant, beaucoup, Antoine, j'ai une Sébastien. question. Tu es encore à Lyon demain? Oui, Je t'appelle. ça marche. Merci beaucoup, Sébastien. Et j'ai bien compris le petit tacle parce que je t'ai présenté comme neuropsychologue. Et Ouais, alors je te l'avais dit. pardonne-moi, aucun militantisme pour moi. C'était une simplification, Non, je sais bien, t'inquiète mais c'est pas. intéressant, je crois, en plus que T'inquiète pas. chacun le précise. Et merci beaucoup pour ton exposé qui est très intéressant et qui correspond profondément à des questions d'actualité. C'est-à-dire que je pense que si on ne se pose pas la question de ce que c'est qu'une approche intégrative, bon, ça peut paraître un discours intéressant comme ça sur la clinique, mais dans le fond, ça pose la question de l'interdisciplinarité et de l'organisation du travail, ce que tu amènes. Voilà. Et donc, merci beaucoup d'en avoir parlé. Il y a déjà pas mal de remarques dans les questions-réponses, et je Mhm. rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai pas mal de remarques, pas forcément des questions. Je vais quand même prendre la Oui. première remarque et puis tu pourras la commenter si tu le souhaites. Je suis tout à fait d'accord avec vos approches, nous dit Irma Coronado Goupil, car dans le terrain et chez les personnes, les vécus et les différences de fonctionnement sont très complexes et cela s'exprime par le neurologique, le cognitif, le psychologique, le mode de vie et son intégration sociale. Les bilans neuropsychologiques donnent des résultats et scores qui sont importants car référentiels, mais il y a peu de psychologues cliniciens qui intègrent les aspects cognitifs parce qu'ils ne sont pas formés. Alors ça, j'ai une réponse. Et c'est d'ailleurs en faisant une formation pour Octopus que j'ai vraiment compris ce truc-là. C'est en fait le gap entre alors la WISC 3 et la WISC 5, par exemple, donc les échelles intellectuelles. Le gap, c'est qu'en fait, à partir de la 4, on a commencé à intégrer plus d'aspects cognitifs. Là où les anciens tests d'intelligence étaient peut-être un peu plus projectifs, donc moins. Voilà, j'ai essayé d'en faire en tant que, avec mon regard neuropsychologue et c'était compliqué. Et donc, du coup, je comprends ce côté-là. Est-ce que les psychologues cliniciens doivent encore utiliser des outils psychométriques plus neuropsychologiques? Je ne vais pas me mettre mes collègues cliniciens à dos, mais peut-être qu'une petite mise à jour serait intéressante. Mais ouais, je comprends que d'un seul coup, passer de la 4 à la 5, ça peut être un peu violent. Alors, pour les adultes, pareil, hein, la 5 qui va bientôt sortir, si je ne dis pas de bêtises, elle est en cours de normalisation en France. Donc, ce sera pareil. Ce sera pareil. Voilà, on le sait, et donc ça veut dire aussi que les psychologues doivent intégrer davantage d'informations biologiques, neurobiologiques, cognitives, mais de garder toujours leur approche un peu projective, etc., qui manque du coup à nous en tant que neuropsycho, ce côté un petit peu psychologique. Et du coup, il faudrait peut-être même le faire à deux, un neuropsychologue et un psychologue clinicien. Je pense que ce serait parfait. Euh, et merci pour ta réponse qui est déjà factuelle, mais reste encore diplomate. J'aimerais bien l'approfondir encore un peu cette question. Tu as abordé la question des tests projectifs lors de ton Ouais. topo. On pourrait renverser la question, hein. On pourrait dire il y a des neuropsychologues. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet de discussions au sein de notre comité de travail à Octopus. Doit-on encore intégrer les tests projectifs dans l'évaluation d'un patient? Bah, si on est formé, oui, pourquoi on pourrait pas? Ah, c'est une véritable question. Ouais, Du coup, ça amène une autre question. C'est est-ce qu'une approche intégrative, elle est compatible avec une approche qui est centrée sur les données de la science? sur les données de la science. Oui, tu sais, on parle Oui, oui. d'approche EBM, approche centrée sur les preuves. Ouais. Ouais. Je pense Moi que aussi. profondément, ton intervention, elle pose cette question-là. Est-ce qu'une approche intégrative, elle est compatible avec une approche centrée sur les preuves? Ah bah, oui, elle est totalement compatible, à la condition que toute question que tu te poses dans ton anamnèse, t'as une justification scientifique, enfin, t'as une justification scientifique derrière, qu'elle soit statistique, pas statistique, peu importe. Mais voilà, on le sait, il y a des choses qui sont scientifiquement validées. Je pose toujours, enfin, je vais prendre l'exemple voilà, on pose toujours la question des métiers des parents. Voilà, en pédiatrie, c'est classique. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur, madame, etc. Ok, ok. D'accord, très bien, on pose la question. Qu'est-ce qu'on en fait? Souvent rien. Ok, on a l'info. Et en fait, non, du coup, c'est de se dire, ok, le niveau socio-professionnel, on va pouvoir supposer
les niveaux d'études des parents, et donc une intelligence, en tout cas un certain niveau de fonctionnement, etc. Et donc pouvoir se dire, bah tiens, cette information-là, au niveau scientifique, qu'est-ce qu'elle vaut? Et aller chercher dans la littérature et de se dire, bah oui, en fait, finalement, on sait bien que le niveau intellectuel de l'enfant, c'est peut-être plus lié au niveau de la mère ou à celui du père, que le niveau... voilà, je vais prendre un exemple. Une fois, un de mes patients, euh, fils de prof, les deux parents sont profs, mais j'ai un QI normal. Par contre, j'ai un indice de compréhension verbale qui est relativement... bah, il y a la moyenne, comme tout. Sauf qu'on sait, par la science, que des enfants d'enseignants, alors enseignants en catégorie socio-professionnelle, cadre supérieur, etc., ont, alors statistiquement, majoritairement, plus de chances d'avoir un indice de compréhension verbale très haut. Et en fait, souvent, c'est ça qui crée une hétérogénéité dans les scores QI. Et en fait, finalement, en intégrant ça, je me suis quand même posé la question en me disant, mais c'est bizarre, il n'est pas censé être aussi normal, il est même censé être anormalement haut. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte bah, qu'il y avait effectivement comme une dysphasie, euh, mais sur un test QI classique ou sur un test de logopède, ça passe. Ça passe parce que c'est dans les normes, mais alors qu'en fait, ça ne devrait pas être dans les normes parce que la science le dit et la clinique le dit, l'expérience le dit aussi. Donc non, c'est plus que compatible. On ne peut pas sortir des choses de son chapeau en disant oui, mais je pense que. Alors, si tu penses que, pas de problème, va chercher les infos et constitue-toi une base de données. C'est presque en fait un modèle. J'aimerais réussir à construire ça. C'est hyper complexe. Je suis vraiment en difficulté pour le faire, mais j'y travaille. Un peu un modèle d'art décisionnel, dans le sens où voilà, j'ai une décision à prendre. Est-ce que le fait que ce soit un garçon ou une fille, quelle différence ça va faire? Et d'avoir toute une base littérature scientifique qui va me dire, ben, voilà pour les garçons, voilà pour les filles. Si c'est le fait d'être né à terme, prématuré, grand prématuré, qu'est-ce que ça va engendrer? Tout ça, on le sait au niveau scientifique. Mais voilà, et on pose les questions dans l'anamnèse parce qu'on sait pourquoi, qu'est-ce que ça va nous apporter comme information. Donc non, c'est 100% compatible. Merci Sébastien. Il y a pas mal de remarques élogieuses. Je t'invite à les regarder dans les questions-réponses après le webinaire. Quelques Avec personnes plaisir. d'ailleurs qui marquent des points pour avoir ton livre, je pense, après. Isabelle Bédu C'est au nous hasard. dit: J'ai pendant longtemps lutté contre l'intégration des scores dans mes comptes rendus en ne les donnant pas. Je considère que c'est l'analyse qui est importante et non le score. Malheureusement, j'ai été rattrapé par mes collègues et notamment les médecins qui m'ont imposé de les remettre dans leur compte rendu. Quel est ton avis sur ce sujet? Alors, je comprends. Je comprends, Isabelle, je te comprends totalement. Maintenant, voilà, il y a aussi une réalité sociale. On est obligé. On fait partie d'une culture du scoring où tout doit être normé, écrit, noir sur blanc, etc. Euh, je, je pense qu'un petit disclaimer au début, voilà, c'est bon. Après, si tu as la possibilité, c'est ce que je fais moi, c'est que quand je fais mes rapports, je réexplique tout. Je leur explique au-delà du score. Et parfois, on peut même s'amuser. J'ai un de mes collègues, je ne le citerai pas, mais si, je crois qu'il n'est pas là, je ne l'ai pas vu, mais si jamais il écoute, il se reconnaîtra. Quand les parents viennent pour un score QI, généralement, en se disant oui, mais question d'intelligence, le score, etc., il a un ancien bocal à poisson avec plein de petits papiers avec des scores différents dedans et il fait piocher les gens au hasard. Et du coup, bah, 115. Ok, voilà, vous avez 115. Qu'est-ce que ça vous fait? Et du coup, on voit, bah, je sais pas ce que ça représente. Bah oui, ça. Et voilà. On peut jouer un peu comme ça là-dessus, hein, ce côté un peu. Bah, ce score ne représente rien en tant que tel, si ce n'est se faire mousser à l'école. J'ai 115 de QI, 126, enfin bref. Presque limite, c'est des combats de cartes Pokémon. Mais, mais là, non, c'est vraiment de pouvoir se dire, bah, en fait, au-delà du score, limite, même on s'en fiche. Et moi, quand je donne mes restitutions, je parle pas de score, je parle de force de performance. Après, il faut que dans ton rapport, forcément, le score, tu peux l'écrire, mais dans ce cas, tu l'écris presque en tout petit, il est présent, mais le reste après. Mais ouais, continue ton analyse, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, les étudiants, ils savent scorer. J'ai envie de dire, on prend n'importe quel gars dans la rue qui sait lire et écrire, on le prend, on lui fait faire on lui apprend à faire. Il peut faire passer une Vice, une Whisk, peu importe les outils, il peut les faire passer, il peut les coter, donner des scores. Notre approche, notre expertise, c'est nos 5 ans de fac, ou plus pour certains. C'est ça notre force, c'est cette analyse, cette interprétation. Si on s'arrête au score, bah dans ce cas, je suis désolé, hein, on code une application, ChatGPT ou autre, c'est réglé, hein. Il le fait, ça, l'analyse, il le fait très bien. Vous lui notez les scores, il va vous faire une analyse descriptive. Il n'y a aucun problème. Par contre, l'interprétation, ça, on ne touche pas à l'interprétation. C'est notre force, elle est là. 5 ans d'études. Ouais, il faut que ça se pose quand même, quoi. Il faut que ça se pose.
Donc, ouais, battez-vous pour garder l'interprétation, laissez les scores, mais expliquez-les et interprétez. Et surtout, garder cette interprétation, c'est ça qui doit être le cœur même du truc, quoi. En interprétant sur les niveaux social, l'environnement, biologique, etc., etc. C'est ça notre force. C'est pour ça qu'on a fait un peu de biologie, qu'on a fait de la psychologie sociale, psychologie du développement, psychologie clinique, neuro. Ouais, alors moi, étant étudiant au début, je me disais, mais pourquoi tout ça? Donc, j'ai pas forcément toujours tout écouté. Et aujourd'hui, je me dis, mince, si j'avais écouté un peu plus aujourd'hui, je serais pas en train de me retaper les bouquins, les révisions de ci, de ça. Et en fait, ouais, la fac, elle est là pour nous donner une vue d'ensemble, pour nous permettre justement d'avoir cette approche intégrative, d'intégrer tous ces éléments-là, les stades piagétiens, les stades de développement, où en est l'enfant, dans ses âges, dans ses acquisitions, par rapport à un système scolaire, social. Tout ça, c'est hyper important dans le développement de son cerveau, sa maturité, etc., etc. Donc oui, cette interprétation-là, il faut la garder, c'est primordial. Merci Sébastien. Angélique David nous rappelle qu'elle travaille avec des collègues de différentes disciplines dans un hôpital de jour pour enfants en zone rurale, où ils essayent d'avoir un regard qui intègre toutes les dimensions du développement de l'enfant. Cependant, comment mieux cibler les besoins des patients, alors que nous avons souvent besoin d'avis divergents? Est-ce qu'il y a des outils qui aident à centrer les priorités de soins? Je me permettrais juste du coup de dire que tu as dit à un moment donné d'ailleurs dans ton intervention qu'il n'y a pas de méthode intégrative, mais je pense que Non, je rejoins cette question, c'est est-ce qu'il y a des outils? Tu parlais tout à l'heure d'un arbre décisionnel. ouais, je le construis. Donc peut-être qu'un jour, il y aura une méthode. Mais en fait, il faut vous poser la question de qu'est-ce que ça va vous apporter comme information par rapport à votre besoin. Comment mieux cibler les besoins de notre patient? C'est pas. Alors, je vais prendre la question inverse. Est-ce que c'est votre patient qui vous aide à cibler ses besoins à lui? Parce que là, j'ai l'impression que vous prenez un peu une réponse pour lui. Euh, c'est quoi ses besoins? Qu'est-ce que lui, il a exprimé en priorité? Parce que souvent, il y a un décalage entre ce que le patient veut et ce que nous, ce qu'on pense être bon pour lui. Ça, souvent, c'est quelque chose qui est quand même difficile. Il y a ce côté un peu, on sait qu'on fonctionne comme ça et que nous, on fonctionne bien. Du coup, on essaye parfois, et c'est involontaire de notre part, on essaye parfois de faire fonctionner les autres à notre manière ou à l'image qu'on a que ça devrait fonctionner. En fait, parfois, il faut simplement se poser la question, quel est le besoin du patient? Et c'est là que vous devez prioriser. Vous devez prioriser les besoins du patient et dans ce cas, avoir une méthode SMART ou Smarter. Donc, SMART, ça va être quelque chose qui va être spécifique, mesurable, qui peut être, qui a une temporalité, qui peut être accessible. Et donc voilà, c'est ça. Donc posez-vous les questions, vous faites la méthode SMART. Donc ça, oui, ça fait partie des outils. Donc c'est pas une méthode intégrative, mais c'est un outil dans les approches intégratives. Et d'être smart par rapport à ça et de vous dire est-ce que c'est faisable. Et celui qui est le plus auto-smart, bah, c'est celui-là que vous pouvez prioriser, quoi. Merci Sébastien. Je continue à lire les remarques et les questions. Doralie Zagua nous dit que parfois les approches sont mises en concurrence plutôt qu'en complémentarité. Comment travaillez-vous en interdisciplinarité, pardon, avec les autres professionnels qui gravitent autour de l'enfant? Attends, c'était ça quelle question? Pardon? C'était quoi la question? Eh bien, comment tu travailles en interdisciplinarité? C'est Ouais, vrai que, par exemple, tu vois, je me suis fait la réflexion également, je me suis dit, les plateformes de coordination et d'orientation, on n'appelle pas ça des plateformes intégratives. Voilà. Euh, oui. on peut promouvoir une approche intégrative. Comment on travaille entre collègues avec cette approche-là? Alors, j'aime pas trop les termes réunionites, mais parfois, il n'y a pas le choix. Non, alors, là-dessus, je vais être très clair. Qui est le cadre de rééducation? Qui est le cadre dans la pratique? Souvent, très souvent, trop souvent, on a tendance à se mettre. Alors, j'ai rien contre mes collègues ergo, psychomotes, etc. Mais dans notre fiche de poste, et je le redis pour mes collègues, surtout français de France, on est cadre. C'est-à-dire que c'est notre rôle de prendre le lead et de gérer ça. Et quand chez moi, il y a des réunions et qu'on n'est pas d'accord, c'est à nous de donner le dernier mot. On est censé être payé en tant que cadre pour ça, donc battez-vous aussi pour votre salaire. Euh, voilà, on a cette expertise-là et donc du coup de comprendre aussi, d'intégrer justement les autres, de faire des réunions, enfin de faire aussi en fait de se former aussi au travail de l'autre. Euh, moi j'ai la chance, j'ai une sœur qui est ergo et qui a fait psychomote aussi, donc c'est un métier que je maîtrise bien, j'ai beaucoup d'amis, voilà,
j'étais grand sportif. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait STAPS, kiné, etc. Donc, c'est un écosystème que je maîtrise. Et donc, du coup, je comprends leurs besoins, leurs problématiques. Et c'est comme ça que je peux travailler avec eux parce que du coup, je suis proche de leur pratique, je connais leur vocabulaire, etc. Et je les forme aussi à ma manière d'être. J'ai la chance de former les étudiants kiné, ergo, psychomote, orthoptistes aux questions de la neuropsychologie. Donc, du coup, ben, je m'imprègne aussi de leur culture et je comprends du coup leurs besoins. Et du coup, quand on comprend vraiment leurs besoins et que ça, en fait, finalement, on se rend compte que ça peut s'aligner avec les nôtres et ça fonctionne super chouette, quoi. Il faut vraiment travailler ce côté pas multidisciplinaire où il y a plein de disciplines, mais transdisciplinaire, à savoir qu'à un moment donné, tout peut se croiser et trouver des intérêts communs les uns avec les autres. Merci Sébastien. Sophie Besson trouve qu'on a tendance à trop prescrire de whisky, d'évaluation des fonctions exécutives quand on suspecte un TDAH, et que Mhm. cela n'apporte pas toujours un plus, car le diagnostic est avant tout clinique et souvent évident. C'est souvent les parents qui demandent en revanche des tests, et c'est parfois Ouais. difficile de leur refuser. C'est une bonne remarque. J'aimerais bien avoir ton avis. Bah, après, tout est une question d'explication. Tout est une question de psychoéducation, j'ai envie de dire. Si vous êtes un... Je comprends que ce soit difficile, que les parents, ils ont ce côté un peu, mais tout est... Voilà, c'est une culture française, hein. La norme. Mon enfant s'écarte-t-il de la norme? Et en fait, parfois, il faut simplement leur faire comprendre que oui, non, il s'écarte ou pas. C'est plus complexe que ça. Mais voilà, il faut tout simplement les former à cette question-là. Voilà, pour faire passer un bilan dyslexique, ben, ils savent qu'ils doivent voir tel médecin, enfin tel professionnel qui fera passer un bilan et ce sont les scores qui définiront si oui ou non. Ce qui n'existe pas dans le TDAH, ce qui est parfois extrêmement compliqué, ce qui n'existe pas non plus dans l'autisme, par exemple. Et c'est pour ça aussi qu'on a parfois des problèmes de frontières entre des pathologies. Là, en ce moment, je creuse sur la question de la différence entre la dysphasie et le TSA. Ouais, ouais, c'est sûr que des fois, on aimerait avoir un test qui nous dit oui, non, mais voilà, c'est tout, c'est comme ça fait partie du jeu, et expliquer aux parents que c'est plus vous allez prendre de temps avec eux, que, en fait, c'est là que vous allez voir l'enfant évoluer, avoir tel comportement. On peut voir le comportement dans la WISC, hein. Moi, je trouve que au-delà du score, ça permet de mettre l'enfant dans une certaine situation et de voir comment chauffe son cerveau d'une certaine façon. Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que tous les rouages sont en place? Ou quel est le grain de sable qui vient coincer? Au-delà du score. Mais ouais, c'est vraiment une question de, de comment j'arrive à expliquer ça aux parents. C'est pas simple. Je le conçois, hein, c'est pas simple. Mais ouais, effectivement, on en prescrit trop, surtout pour les TDAH, c'est pas du tout utile. Enfin, c'est toujours utile quand on l'a. C'est sûr que si on doit en plus le facturer, ça commence à chiffrer pour les parents. Mais voilà, après, s'ils le veulent, ben, c'est pas grave. Si vous avez une cuisine à faire refaire, l'occasion se présente, faites-le. Mais voilà, non, je rigole bien sûr. Merci Non, c'est Sébastien. c'est une question d'éducation avec les parents. Question d'Oriane Costini. Est-ce qu'une approche intégrative favorise plus l'usage des questionnaires que des tests? Ni l'un ni l'autre. En fait, pour moi, ils sont au même niveau. Euh, Hmm. ouais, non, c'est hyper compliqué. Parce que moi, dans l'approche intégrative, alors je vais plutôt privilégier les questionnaires, parce que du coup, c'est pour moi une sorte d'analyse du comportement. Mais même dans le testing, je regarde plus le comportement que la performance. Du coup, je suis un peu biaisé là-dessus. Et puis, j'utilise beaucoup la réalité virtuelle. Donc, encore une fois, je suis beaucoup dans l'analyse du comportement, du résultat final, de comment il a réussi à obtenir le résultat. Et au-delà du score, je m'en fiche. Donc, ouais, dans l'approche intégrative, c'est juste que, au final, ce dont on se fiche, c'est le score à la fin. Donc, que ce soit des tests psychométriques, des échelles de comportement ou une analyse comportementale, au-delà de ça, c'est plus, ouais, c'est vraiment ce que vous analysez, ce que vous cherchez à obtenir comme comportement que vous voulez analyser qui va privilégier. Donc, il n'y a pas plus de l'un que de l'autre. Ça dépend de ce que je cherche. Encore une fois, c'est des outils qui sont à ma disposition. C'est pas quelque chose de systématique. C'est propre à chaque patient. Je ne saurais jamais deux fois, trois fois le même protocole. Des fois, je vais utiliser tel outil. Je vais même parfois utiliser la teach, hein, j'ai même pas peur de le dire, même si ça fait 20 ans, parce que je trouve que pour le comportement que je veux chercher parfois, elle est, je vais pas dire parfaite, ce sera un grand mot, mais elle est bien. Elle est mieux que la TEA qui est informatisée. Alors, je suis pourtant full numérique, mais une partie de la TEA étant trop informatisée, j'ai moins cette capacité de voir le comportement de l'enfant type scolaire.
parce qu'aujourd'hui, on n'est pas assez sur les écrans à l'école pour pouvoir dire que la TEA va nous permettre d'avoir cette analyse assez fine. Et parfois, ce qui me plaît simplement, c'est d'aller en classe avec l'enfant, de regarder ce qui se passe pendant une heure et demie, de discuter avec l'enseignant pendant une heure. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et je ne ferai pas de bilan psychométrique. J'ai fait mon analyse, j'ai mon regard de professionnel et ça me suffit. Donc tout dépend de la demande. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis c'est propre à chaque patient. Il n'y a pas de protocole établi. C'est vraiment une posture euh, qui se construit petit à petit. Puis parfois on prend le risque. Et voilà. D'ailleurs, si vous voulez progresser, ce qui m'a vraiment fait progresser, c'est de filmer. Alors moi, je filme moi, pas mon patient, mais de me filmer en train de, ou m'écouter, d'enregistrer mes questions et de les repasser des fois et me dire, putain, pourquoi j'ai pas posé cette question-là? J'aurais pu avoir la réponse plus vite. Et en fait, c'est comme ça qu'on acquiert cette posture, c'est de ce côté vraiment développer son anamnèse euh, librement. Ok. Merci Sébastien. Est-ce que la réalité virtuelle, elle peut favoriser une évaluation, une compréhension d'une vue qui est plus intégrative? Oui, je dis Alors, oui. Oui, oui, pourquoi? pourquoi? Parce que justement, l'approche intégrative, c'est qu'au-delà du score, il y a la question de la répercussion du vécu de la personne. Avoir un trouble de l'attention, ok, mais il y en a qui vont très bien fonctionner avec et qui vous feront des super entrepreneurs parce que ça va leur faire un côté positif. Et on a d'autres, ça va être plus difficile d'entreprendre, il faudra plutôt des trucs plus carrés, etc. Chez certains enfants, bah, savoir un peu comment mettre les choses en place. Donc en fait, quand je mets les enfants ou des adultes, ce qui c'est plutôt rare pour moi maintenant, mais quand je mets des personnes dans une situation en réalité virtuelle, mon objectif aussi, c'est de voir, un, leur comportement, et de deux, déjà commencer à prévoir quels aménagements je vais pouvoir proposer dans leur quotidien pour fonctionner. Tiens, il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et en fait, je vais pouvoir même cibler cette partie-là et de voir justement quelles sont les étapes qui ont raté. Question, mon patient doit se préparer une tasse à café. J'aime bien cet exemple parce qu'il y a une étude qui a été faite dessus qui est vraiment chouette. Bah, juste dire oui, s'il a réussi ou pas à préparer son café. En plus, c'est un exemple que je reprends dans mon livre. Mais qu'est-ce qui n'a pas réussi dans le café? Il n'a pas trouvé la machine à café, il n'a pas trouvé les dosettes. Est-ce que c'est une machine à dosettes? Est-ce que c'est un percolateur? Est-ce que c'est une cafetière italienne? Et du coup, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes trucs. Et parfois, en fait, tout simplement, c'est juste changer parfois le matériel. C'est juste de faire appel à un ergo pour avoir quelque chose d'un peu plus ergonomique, plus facile à mettre en place pour le patient. Parfois, c'est mettre des choses plus en évidence. C'est les packaging. Et voilà, et en fait, parfois, c'est pas un problème neuropsychologique. Pourtant, nous, on a identifié un problème de mémoire de travail, mémoire visuelle, mémoire à court terme, de planification. Et en fait, ça se trouve, on va identifier des profils catastrophiques qui fonctionnent dans la vie de tous les jours. Et des fois, moi, je dis aux gens, mais vous voulez de la rééducation, pourquoi faire? Vous fonctionnez. Oui, mais il y a un bilan de neuropsy qui dit que j'ai des difficultés de mémoire et tout. Ok, je veux bien, il n'y a pas de problème, hein. Mais pourquoi faire? Puisque vous fonctionnez. Alors après, on peut dire oui, aller renforcer dans le but de prévoir une augmentation des symptômes, des risques, etc. Ça, mais du coup, c'est une autre problématique, c'est de la stimulation. Mais en termes de rééducation, je ne vais pas rééduquer quelque chose qui n'a pas lieu d'être, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon patient fonctionne. Je ne suis pas chez lui, Mhm. je ne suis pas avec lui, donc la réalité virtuelle me permet de voir si il fonctionne. Il y a Catherine Lord, alors je le rappelle pour tout le monde, Catherine Lord, celle qui a créé l'ADOS, l'ADI, une spécialiste de l'autisme, qui a publié là un article sur ce qu'elle appelle les Daily Living Skills, Hum. et qui prédisent mieux le niveau d'émancipation d'un individu que des scores à des tests Ouais. d'évaluation neurodéveloppementaux. Peut-être que c'est une forme, alors ça se rapproche d'une évaluation plus écologique de l'individu. Néanmoins, une question que je me suis posée en écoutant ton topo tout à l'heure, c'est, je pense qu'on rêve tous finalement d'avoir des évaluations qui sont plus écologiques. Je pense que qu'on les formule de manière claire dans notre esprit ou pas, en tant que professionnels qui faisons passer des tests, on s'est souvent dit, tiens, quelle est la prédictibilité de mon test avec la vie réelle? Donc on a ce souci quand même de mieux comprendre la vie réelle, c'est un peu c'est un peu ce que tu amènes. Néanmoins, si on a une évaluation plus écologique, et par exemple en réalité virtuelle, est-ce qu'on ne retombera pas un peu dans le même travers qui est d'avoir encore un critère décisionnel qui sera statistique? Enfin, c'est quoi le critère décisionnel finalement qui détermine la différence entre le normal et le pathologique si on est dans une approche qui est plus écologique? Bah, si tu continues de baser sur un cut-off, pour moi, oui, enfin, on fera la même erreur. On fera la même erreur. Dire que, ben, alors oui, c'est plus écologique, etc. Ça va représenter un peu plus le quotidien du patient. Mais si à la fin on dit oui, mais s'il en réussit que 4 sur 5, c'est pathologique, euh, encore une fois, c'est refaire un enrobage de ce qu'on fait déjà, quoi. Ah, ça vous va pas? Attendez, on va changer la.
on va changer l'enrobage, etc. C'était un peu la critique qui avait été faite entre la neuropsychologie, donc 1.0 papier-crayon, et la 2.0, où on disait que c'était pas assez écologique, c'est pas assez critique par rapport à la vie quotidienne, etc. Donc on nous a sorti des choses informatisées, plus précises, avec de la couleur, modernisées, etc. On s'en est contenté, alors qu'on n'aurait pas dû s'en contenter. Euh, j'ai rien contre les maisons d'édition, etc. Mais ils font ce qui fonctionne aujourd'hui. Si vous voulez des nouveaux outils, il faut arrêter de prendre des outils qu'on utilise déjà depuis 100 ans, qui ont juste été remis au goût du jour, renormés, un peu de couleur par-ci, par-là. C'est un peu ce qu'a fait Renault en reprenant la Dacia, en la modernisant. Ça reste une... Enfin, pas la Dacia, la DS. Donc c'est Citroën, pardon, d'avoir remodernisé la Citroën DS. C'est exactement pareil. Et dans 20 ans, ils vont nous ressortir un nouveau modèle de Citroën DS, on sera content. Et nous, on ne doit pas se contenter de ça. On doit demander plus. On doit demander à re-réfléchir notre pratique, à la redéfinir. Tu vois, tu dis passer des tests, etc. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas testeur. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont testeurs. Je crois qu'il y en a une qui parlait qu'elle était en, en bilan mémoire, par exemple. Bah, oui, son métier, c'est de faire que du bilan. Et elle parlait qu'elle le justifiait comme une rencontre. Et c'est bien d'avoir encore ce truc-là. Parce que moi, je sais pertinemment que c'est le genre de métier que enfin, de part de mon métier que je n'arriverai pas à faire. Parce que justement, ce côté one shot, quoi. Bonjour, installez-vous, tac, tac, j'ai pas le temps, je fais ce que j'ai à faire. Merci, au revoir, je transmettrai les résultats au médecin et puis on se reverra dans un an. Bah non, en fait, pas du tout. Je ne peux pas. Je peux pas concevoir mon métier comme étant comme ça. Effectivement, quand elle me dit que c'est une rencontre, moi, ça me rassure. Et j'adorerais plus tard, quand je serai vieux, d'avoir une rencontre avec un psychologue et pas juste devenir un numéro qui passe parce que c'est l'administration, c'est le médical qui veut ça, et qu'on me dise bah, merci, au revoir, et qu'après je serai que de l'encre sur un papier en mode bah voilà, Monsieur Serlet, ancien psychologue, retraité à 65 ans, vit en EHPAD depuis 10 ans, enfin je sais pas, deux enfants, enfin, ouais, mais je trouve ça dommage parce que du coup je me souviendrai même pas de la personne. Et du coup je trouve ça, ouais, le terme rencontre, j'aime bien. J'aime bien le terme rencontre. Moi j'adore quand je recroise les parents, les enfants au restaurant ou à droite à gauche, et de pouvoir avoir justement ce truc, ben, je les connais. Je les connais. Et franchement, c'est hyper agréable, c'est hyper chouette. Et ouais. Alors, c'est sûr, je suis jamais tranquille, mais je l'accepte. Et ouais, et je trouve ça. Ouais, moi, j'ai fait ce métier-là pour avoir un impact Mm. positif Mm. sur la vie des gens. Mm. Et je trouve que juste faire un test, un scoring et dire, bah oui, il est dyslexique ou pas, ça n'a aucun impact. Mm. Par contre, prendre du temps avec, leur expliquer, les accompagner, ouais, ça a un impact réel et c'est ce qui fait que je suis content de faire ce métier. Et donc, ouais, voilà. Et il y a un impact. Allez, une dernière question, Sébastien. Ouais, Alors, qui est très spécifique, elle est très focale. C'est Irma encore qui veut avoir ton avis sur une question spécifique, mais je pense dans une perspective intégrative, hein. Est-ce qu'on prend en compte la consommation? Alors, je pense qu'elle travaille, hein, chez l'adulte. Est-ce ouais. qu'on prend en compte la consommation de drogue et l'âge du début de la consommation dans les Ah oui. dysfonctionnements cognitifs? Ah oui, il y a énormément de recherches là-dessus. Si j'ai commencé tôt, quelle fréquence, quel type de drogue, bien sûr qu'il faut le prendre en compte. Et même, je pense même qu'il y a des études qui montrent l'amélioration après un arrêt de autant de temps. Après, voilà, encore une fois, c'est très spécifique, c'est très niche. Mais voilà, moi, quand je travaille avec des ados, je sais quand les parents sont partis, je finis par poser la question euh, drogue, sexe, alcool, etc. C'est hyper important. Et parfois, on oublie aussi chez les jeunes ados, bah, le début de la puberté, chez les filles. C'est hyper important. Je suis sûr qu'il y a des études qui doivent montrer qu'en cas de syndrome prémenstruel, l'impact sur les tests psychométriques, et si on veut aller jusqu'au bout, on devrait même intégrer cette variable-là. C'est hyper important de voir aussi la précocité des ados, des enfants et les risques que ça peut provoquer chez des adolescentes qui ont des troubles de l'attention et qui sont un peu désinhibés et qui, voilà, qui par opposition peuvent faire plus de bêtises que d'autres. Ou même les garçons, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ouais, il y a énormément de choses à intégrer. Et chaque jour, on peut intégrer quelque chose de nouveau. On n'aura pas fini, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est pour ça que j'essaye de me focus que sur la pédiatrie et je laisserai l'adulte et la gériatrie à qui veut bien. Mais ouais, moi je m'intéresse beaucoup à,
à ce qui tourne autour des ados, des enfants, et souvent sont surpris de voir que je maîtrise le vocabulaire de Fortnite, de Call of Duty, parce que c'est leur monde et ça en fait partie et je trouve ça hyper important. Donc, je vous encourage à vous former sur les écrans, les jeux vidéo. Et, Ouais, très intéressant ce que tu dis. et voilà, parce que Ouais, bah, très souvent, oui, mais je connais pas, donc je m'intéresse pas. Et en fait, non, ouais, bah, vous devez l'intégrer à votre pratique parce que c'est une partie intégrante de la vie de votre patient. ouais. D'ailleurs, c'est un psychanalyste qui soutient ce discours, Michael Stora, qui dit pour être intégratif, il faut intégrer l'univers de vie et de loisirs de vos passions. Tu vois, il y a des trucs Voilà. bien à prendre dans la psychanalyse. Et je suis tout à fait Ultra, d'accord avec lui. merci beaucoup Sébastien, on va Merci à s'arrêter là. vous. C'était passionnant, c'est typiquement le genre d'intervention en plus qui permet de fédérer des collègues qui ont des approches différentes et on en a besoin. Il y a encore Voilà. aujourd'hui beaucoup d'opposition malgré tout dans les pratiques et les revendications de travail. Merci beaucoup, c'était passionnant. Écoute, on a hâte de te réécouter lorsque tu auras développé cet arbre décisionnel. Par ailleurs, Ouais, ouais. je vous invite à noter dans vos calendriers que le 8 juillet prochain, c'est bientôt. Il a fallu qu'on cale une date rapidement. Charline Grossard est orthophoniste et chercheuse. Elle est docteur en sciences cognitives. Elle est chercheuse également à la Picasselpetria, dans le service de psychiatrie de l'enfant du professeur David Cohen. Et elle interviendra sur le logiciel Poppins, puisqu'elle a participé à une étude de validation du logiciel. Elle nous expliquera comment il marche, à quoi il sert et comment on peut s'en servir. Merci encore, Sébastien, pour Oui, ton merci à toi. intervention. On a hâte de savoir qui tu vas désigner pour obtenir ton livre, en Alors, je vais sachant désigner que personne, ce sera un hasard. ce sera le hasard, d'accord. Et voilà, à bientôt. Merci à tout le monde pour Merci à votre vous. fidélité au rendez-vous. À bientôt. Au revoir. Je vais couper l'enregistrement, Sébastien. Moi, je file tout de suite. Je suis déjà en retard. Merci encore. Et puis, voilà.